Bana Congo, bino batu boza na besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. La immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Urgent, Eric Prince frappe forte à Bujumbura, Kagame perd ses bataillons RDF. La guerre à l'est de la RDC vient de prendre un tournant inattendu. Alors que Paul Kagame pensait encore imposer sa domination grâce à l'alliance de ses forces avec certains pays voisins, l'arrivée d'Eric Prince et de ses hommes bouleverse tout. 4 bataillons du RDF, alliés à des soldats kenyans et ougandais, viennent d'être anéantis, confirmant que la dynamique militaire, diplomatique et géopolitique est désormais en faveur de Kinshasa. Les Wazalendo, appuyés par une technologie de pointe, renforcent leur rôle central dans la défense du territoire congolais. Voici le récit détaillé d'une défaite qui marque peut-être le début de la fin pour Kagame. Je vais vous raconter, mes chers amis, une histoire qui illustre à quel point les équilibres de pouvoir dans la région des Grands Lacs sont en train de changer. La nuit de mercredi à jeudi a été marquée par une série d'événements qui annoncent peut-être une nouvelle ère pour la République démocratique du Congo et ses alliés. Depuis des années, Paul Kagame et ses hommes du RDF opèrent à l'est du Congo sous couvert de mensonges diplomatiques et de manipulations géopolitique. Mais cette fois, la donne semble avoir basculé de façon brutale et irréversible. Les informations qui nous parviennent de Walikale, du Vira et des hauts plateaux du Sud Kivu confirment un fait majeur. L'armée de Kagame a subi une défaite d'une ampleur qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. 4 bataillons entiers, soit environ 4000 soldats, composés de Rwandais, d'Ougandais et de Kenyans, engagés dans cette aventure guerrière, ont été pulvérisés. Les survivants se comptent sur les doigts d'une main, les autres ayant été soit neutralisés, soit capturés. Un prisonnier rwandais, interrogé après son arrestation, a livré des détails qui confirment la présence de militaires RDF en territoire congolais, mettant à mal une fois de plus le discours trompeur de Kigali selon lequel le Rwanda ne serait pas impliqué dans cette guerre. Cette défaite n'est pas arrivée par hasard. Elle est le fruit d'un changement radical dans les alliances régionales et internationales. Pendant longtemps, Kagame a bénéficié du soutien tacite ou explicite d'entreprises et d'intérêts occidentaux qui profitaient du pillage des minerais congolais transitant par Kigali. Mais l'arrivée des États-Unis, et particulièrement du poids lourd que représente Donald Trump dans ce dossier, a changé le cours des choses. Dès que Washington a imposé des directives claires aux multinationales, le château de cartes de Kagame a commencé à s'effondrer. Le Qatar s'est retiré, Rio Tinto, géant australien aux capitaux américains et canadiens, a stoppé ses contrats avec Kigali et les circuits d'écoulement des minerais pillés se sont brutalement taris.
Kagame, qui tentait de trouver de nouveaux débouchés en Asie, à Singapour et Hong Kong, s'est heurté à un mur de refus. Mais la rupture la plus symbolique est l'arrivée d'Eric Prince. Cet homme, ancien patron de Blackwater, est une légende vivante dans le domaine de la sécurité privée et des opérations spéciales. Son nom inspire la crainte partout où il agit, car il incarne une conception militaire sans concession, fondée sur la discipline, la technologie et une redoutable efficacité opérationnelle. Les hommes formés par Prince sont connus pour valoir, en termes d'efficacité, sur le terrain, des dizaines voire des centaines de soldats conventionnels. Habitués aux conditions extrêmes, ils sont capables de frapper rapidement, de s'adapter à tout environnement et de neutraliser l'ennemi avec une précision chirurgicale. Le gouvernement congolais a signé 2 contrats majeurs avec Eric Prince, avant même l'accord conclu avec Donald Trump. Ces contrats concernent la sécurisation des minerais, cœur stratégique du conflit, et le contrôle des zones d'exploitation. En prenant cette décision, Kinshasa a montré qu'il ne laisserait plus ses richesses être bradées ou pillées au profit de puissances étrangères complices de Kagame. La présence des hommes de Prince à Walikale, à Gitega et désormais à Uvira n'est pas qu'une démonstration de force. Elle est le signe que la RDC est passée à une autre étape, celle d'une coopération sécuritaire et technologique de haut niveau. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Grâce aux équipements de pointe déployés, les Wazalendo, déjà redoutables par leur détermination et leur enracinement local, ont pu bénéficier d'un soutien tactique qui a fait la différence. Drones, brouillage des communications, dispositifs de localisation, tout a été mis en œuvre pour neutraliser les forces ennemies. Les combattants de Kagame, surpris et désorganisés, n'ont pas résisté à cette nouvelle puissance de feu combinée. Un élément important de ce basculement est la montée en puissance des Wazalendo. Ce mouvement, qui a pris une dimension presque mystique, ne cesse de croître et de surprendre. Des jeunes, des anciens militaires, des civils en colère, tous convergent pour défendre leurs terres contre l'agresseur. Même les généraux chevronnés, comme Yakutumba, reconnaissent être impressionnés par cette dynamique. Pour beaucoup de Congolais, les Wazalendo symbolisent une renaissance patriotique, un retour aux sources où la nation se lève comme un seul homme pour dire non à la prédation étrangère. Dans ce contexte, la voix des Banyamulenge a pris une importance capitale. Longtemps utilisée comme prétexte par Kagame pour justifier ses interventions, ils ont cette fois-ci pris la parole avec force et clarté à Kinshasa. Leurs représentants ont affirmé qu'ils n'avaient jamais demandé au Rwanda de les protéger, qu'ils vivaient en paix au Congo, et que s'il y a un danger de génocide, il vient du régime de Kigali et non des Congolais. Ce discours a réduit à néant l'argumentaire mensonger de Kagame devant le Conseil de sécurité de l'ONU et a démontré que les manipulations du régime rwandais ne trompent plus personne. Mes chers amis, comprenez bien la portée de ce moment. Kagame, autrefois vu comme l'homme fort intouchable de la région, est aujourd'hui isolé, en difficulté sur tous les plans. Ses bataillons tombent les uns après les autres. Ses partenaires économiques l'abandonnent. Ses mensonges sont exposés au grand jour. Et surtout, le peuple congolais, uni derrière ses forces armées et les Wazalendo, montre qu'il est déterminé à ne plus se laisser dominer. Les larmes qui coulent à Kigali ne sont pas seulement celles des familles des soldats tombés au front. Elles symbolisent aussi la fin d'une époque où Kagame imposait sa loi par la peur et la manipulation. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux, et elle pourrait bien marquer la défaite définitive de celui qui, pendant des décennies, a semé la terreur dans la région. Souhaitez-vous que je poursuive ce développement jusqu'à atteindre un récit complet et détaillé
de 4000 mots, avec davantage d'analyse géopolitique et de description des opérations militaires, ou préférez-vous que je vous livre déjà la version finale complète en une seule réponse longue? Les larmes qui coulent à Kigali ne sont pas seulement celles des familles des soldats tombés au front. Elles symbolisent aussi la fin d'une époque où Kagame imposait sa loi par la peur et la manipulation. Mais au-delà de cette défaite militaire immédiate, un autre danger, beaucoup plus profond, se profile à l'horizon pour lui, le Burundi d'Évariste Ndayishimiye. Depuis toujours, Kagame a eu tendance à regarder le Burundi avec mépris. Dans ses cercles les plus proches, il ne s'en est jamais caché. Pour lui, ce petit voisin n'était qu'un pays fragile, rongé par la pauvreté, incapable de s'opposer à la machine militaire qu'il croyait avoir bâtie au Rwanda. Il a souvent qualifié le FDNB, les Forces de défense nationales du Burundi, d'armée archaïque, sous-entendant qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec la discipline et l'équipement du RDF. Cette arrogance est l'un des traits dominants du personnage Kagame. Il a toujours sous-estimé les adversaires qui ne s'affichaient pas avec éclat, préférant croire que son aura internationale suffirait à intimider tout le monde. Or, le président Évariste Ndayishimiye a patiemment construit une autre réalité. Depuis son arrivée au pouvoir, il a remis de l'ordre dans les rangs du FDNB, restauré le moral des troupes et consolidé les alliances régionales, notamment avec Kinshasa. Le Burundi n'est pas une nation immense, mais son armée est aguerrie, endurcie par des décennies de luttes internes et par des opérations à l'étranger, comme en Somalie, où ses soldats se sont mesurés à l'insurrection des Chebabs. Ces expériences ont forgé une capacité de résilience et d'adaptation que Kagame n'a jamais prise en compte. À Uvira, là où Kagame rêve d'une percée décisive, il risque de rencontrer la réalité brutale de son erreur de calcul. Les forces burundaises connaissent ce terrain montagneux, escarpé, couvert de forêts et de vallées, beaucoup mieux que les unités rwandaises. Elles savent se battre dans la discrétion, couper les lignes de communication, harceler l'ennemi jusqu'à l'épuiser. Le Rwanda, malgré ses drones turcs et ses armes chinoises, n'est pas invincible face à une armée qui maîtrise parfaitement l'art de la guérilla et de la défense territoriale. La différence fondamentale est que le Burundi ne se bat pas pour piller, mais pour survivre et défendre son intégrité. Ndayishimiye a compris que céder un seul centimètre à Kagame serait ouvrir une brèche fatale, non seulement pour le Burundi, mais aussi pour toute la région. C'est pourquoi il a déclaré publiquement que le FDNB ne tolérerait jamais l'installation du RDF ou du M23 à Uvira. Pour lui, c'est une ligne rouge claire et il a les moyens militaires de la faire respecter. Cette fermeté surprend Kagame, qui a toujours cru que la peur suffirait à paralyser ses voisins. Mais aujourd'hui, l'équation a changé. Le Rwanda est isolé, les alliances régionales se sont retournées contre lui. Et le Burundi, longtemps considéré comme un acteur secondaire, se retrouve en première ligne. Le plus ironique est que l'arrogance de Kagame l'a aveuglé. Il n'a pas vu venir la montée en puissance du FDNB, ni la détermination de Ndayishimiye, qui s'affirme comme un chef d'État pragmatique, ferme et visionnaire. À l'est de la RDC, les Wazalendo et les FARDC neutralisent les bataillons du RDF, pendant que plus au sud, le FDNB verrouille toute tentative d'expansion vers Uvira. Kagame se retrouve donc pris en tenaille, encerclé par une coalition militaire qu'il avait méprisée et abandonné par des alliés économiques qui se détournent de lui.
C'est cette combinaison, défaite militaire, isolement diplomatique et arrogance personnelle qui pourrait bien signer la chute de son règne. Uvira est désormais le véritable champ de vérité. C'est là que se joue une partie du destin de la région. Et c'est là aussi que l'arrogance de Kagame risque de se briser contre le roc de la détermination burundaise. Depuis plusieurs mois, les renseignements militaires burundais ont suivi de près les mouvements du RDF et du M23 dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Contrairement aux illusions que Kigali voulait répandre, Bujumbura savait parfaitement ce qui se tramait. Une tentative de pénétration vers Uvira afin de contrôler un axe stratégique qui permettrait aux troupes de Kagame d'avoir un pied ferme sur le lac Tanganyika, ouvrant ainsi la voie à des trafics, à une projection militaire accrue et à une pression directe sur le Burundi. Ndayishimiye n'est pas tombé dans le piège de l'intimidation. Là où certains chefs d'État auraient reculé devant les menaces à peine voilées de Kigali, lui a pris une position claire. Le FDNB tiendra Uvira coûte que coûte. Pour lui, ce n'est pas une bataille secondaire, mais une question existentielle. Le Burundi a connu dans sa chair les traumatismes de l'instabilité régionale. Ndayishimiye sait que la survie de son pays passe par une stratégie d'anticipation. En verrouillant Uvira, il protège non seulement le territoire congolais de l'agression, mais aussi l'intégrité et la souveraineté de son propre État. L'armée burundaise, souvent ignorée dans les calculs stratégiques de Kigali, est pourtant une force qui a prouvé sa valeur. Le FDNB a été l'un des piliers des missions de maintien de la paix de l'Union africaine. Ces soldats ont opéré dans des environnements extrêmement hostiles, notamment en Somalie, face aux attaques incessantes des Chebabs. Là-bas, ils ont montré qu'ils étaient capables de résister, de s'adapter et de riposter avec une efficacité remarquable. Cette expérience internationale leur donne aujourd'hui un avantage considérable face aux soldats de Kagame qui sont habitués à agir en terrain congolais, mais rarement à affronter une armée régulière déterminée et disciplinée. En réalité, Kagame n'a jamais pris le temps de comprendre cette dimension. Aveuglé par son sentiment de supériorité, il a toujours considéré le Burundi comme un pion négligeable sur l'échiquier régional. Mais le jeu a changé. Avec l'appui discret mais décisif des États-Unis et la coordination avec les FARDC et les Wazalendo, le FDNB est en position de surprendre le RDF sur plusieurs fronts. Les unités burundaises, postées dans les zones frontalières, connaissent chaque colline, chaque vallée, chaque sentier. Elles sont capables de mener une guerre de harcèlement, d'user les forces adverses et de les couper de leur ligne d'approvisionnement. C'est ce que Kagame n'avait pas anticipé. Il pensait que son RDF, avec ses drones turcs et ses équipements modernes, dominerait facilement le terrain. Mais l'histoire militaire est pleine de leçons oubliées. La technologie ne suffit pas lorsqu'on fait face à une armée motivée, enracinée dans sa terre et soutenue par une population qui voit dans cette bataille la défense de sa survie. Les Burundais ne se battent pas pour l'expansion ou le pillage, mais pour préserver leur avenir. C'est ce qui donne à leur combat une intensité particulière, un souffle patriotique que les troupes de Kagame, souvent envoyées de force au front, ne possèdent pas. Déjà, les rumeurs qui remontent de la frontière font état de lourdes pertes dans les rangs du RDF, chaque tentative d'incursion se heurtant à une riposte ferme du FDNB. Des accrochages sporadiques se multiplient, et les troupes de Kagame, habituées à imposer la peur, découvrent qu'elles ont en face d'elles un adversaire déterminé à ne pas céder. Cette confrontation directe pourrait être le début d'un engrenage fatal pour Kigali. S'il s'obstine à pousser vers Uvira, Kagame s'expose
à une défaite militaire humiliante. Cette fois, non plus face à des milices populaires, mais face à une armée régulière africaine. Dans les capitales de la région, cette perspective change la perception des rapports de force. Là où beaucoup craignaient encore la puissance du Rwanda, ils voient désormais qu'il n'est plus intouchable. Si le FDNB inflige une défaite claire au RDF, l'aura de Kagame s'effondrera totalement, et avec elle, la peur qu'il a cultivée pendant des décennies. Le Burundi, ce voisin qu'il méprisait, pourrait devenir le tombeur de son mythe d'invincibilité. Et Ndayishimiye le sait. C'est pourquoi il avance avec prudence, mais fermeté, déterminé à défendre non seulement le Burundi, mais aussi à contribuer à la libération du Congo des griffes de Kagame. Uvira pourrait bien devenir le Waterloo de Kagame, le lieu où son arrogance se fracassera contre la volonté d'un peuple qu'il a toujours sous-estimé. Si Kagame venait à subir une défaite militaire claire face au Burundi de Ndayishimiye à Uvira, ce ne serait pas simplement un revers sur le champ de bataille. Ce serait un choc politique, psychologique et stratégique aux conséquences incalculables pour son régime. Le Rwanda s'est construit, depuis 1994, sur un récit soigneusement entretenu, celui d'un petit pays discipliné, doté d'une armée redoutable et invincible, capable d'imposer sa volonté à des voisins plus vastes et plus peuplés. Cette image, martelée dans les chancelleries occidentales, a permis à Kagame d'obtenir aide financière, contrats et une indulgence diplomatique sans équivalent. Or, une défaite face au FDNB, l'armée d'un pays que Kigali a toujours dénigré, briserait ce mythe en 1000 morceaux. Ce ne seraient plus seulement les Congolais ou les Wazalendo qui auraient résisté. Ce serait une armée régulière, structurée, qui aurait tenu tête et repoussé le fameux RDF. Dans l'imaginaire collectif rwandais, ce serait une humiliation insupportable. Le général Kagame, l'homme qui prétendait pouvoir tenir tête à toute l'Afrique centrale, apparaîtrait soudain comme un dirigeant affaibli, incapable de protéger son prestige militaire. À l'intérieur du Rwanda, une telle défaite aurait des répercussions explosives. Le RPF, parti au pouvoir, repose sur un équilibre fragile entre les différentes factions de l'élite militaire et politique. Les généraux qui soutiennent Kagame le font avant tout parce qu'il incarne la force et le succès. Mais que se passera-t-il lorsque ces mêmes généraux constateront que leur armée, autrefois vantée comme invincible, a été brisée par les forces combinées du Congo et du Burundi? Les fissures, déjà visibles dans le régime, pourraient s'élargir en véritables fractures. Certains officiers pourraient commencer à douter ouvertement de la capacité de Kagame à les mener, d'autres pourraient envisager de se rapprocher d'alternatives internes pour sauver leurs propres privilèges. Car il faut le rappeler, Kagame a toujours gouverné par la peur, y compris envers ses proches collaborateurs. Mais cette peur fonctionne uniquement tant qu'il apparaît comme invincible. Le jour où il subira une défaite claire et publique, cette peur se transformera en mépris ou en calcul politique froid. Déjà, des rumeurs circulent depuis des mois sur des tensions au sein du cercle rapproché, sur des rivalités latentes entre les différents clans du RPF, sur des ambitions personnelles étouffées par la main de fer de Kagame. Une défaite à Uvira pourrait libérer ces frustrations et déclencher une véritable lutte interne pour le pouvoir. De plus, l'impact psychologique sur la population rwandaise serait immense. Le régime a toujours justifié ses sacrifices économiques, son autoritarisme politique et ses campagnes militaires par la nécessité de protéger le pays et d'affirmer sa force. Si l'armée venait à être humiliée par celle du Burundi, ce discours s'effondrerait. Le peuple rwandais, déjà épuisé par la pauvreté,
le manque de liberté et la répression, pourraient commencer à se demander pourquoi tant de vies sont sacrifiées dans une guerre inutile, pourquoi leurs enfants meurent sur les collines congolaises alors que le pays s'enfonce dans la misère. À l'international aussi, ce serait un tournant. Les partenaires occidentaux, qui ferment souvent les yeux sur les abus de Kagame en raison de son image de garant de la stabilité, ne pourraient plus ignorer une telle humiliation. Washington, déjà engagé du côté de Kinshasa, verrait cette défaite comme la preuve que Kagame n'est plus un allié fiable. L'Europe, qui hésitait encore entre critiques voilées et soutien discret, pourrait basculer vers une prise de distance nette. Le Rwanda, isolé et affaibli, perdrait ce qui faisait sa force principale, son image. Enfin, une défaite à Uvira fragiliserait directement la cohésion sociale au Rwanda. Les populations hutus, longtemps marginalisées, pourraient voir dans cet affaiblissement une opportunité de se réaffirmer. Les Tutsis eux-mêmes, base du régime, commenceraient à douter d'un chef qui n'est plus capable de protéger leur position dominante. Dans ce contexte, des tensions intercommunautaires pourraient ressurgir, non pas parce que le peuple le souhaite, mais parce que le régime, acculé, chercherait à détourner la colère en attisant de nouvelles divisions. Ainsi, l'arrogance de Kagame, en le poussant à défier à la fois la RDC et le Burundi, pourrait bien devenir son tombeau politique. Uvira n'est pas seulement une ville frontalière. Elle pourrait devenir le symbole de la fin d'un cycle de domination par la peur et le mensonge. Si Ndayishimiye et le FDNB tiennent bon, comme tout porte à le croire, Kagame pourrait être confronté non seulement à une défaite militaire, mais à l'effondrement de tout l'édifice qu'il a construit depuis 1994. Si l'histoire nous enseigne une constante, c'est que les régimes autoritaires tombent rarement par la volonté populaire seule, mais presque toujours lorsque les élites qui les soutiennent commencent à douter de leur chef. Dans le cas de Kagame, une défaite cuisante à Uvira pourrait être l'élément déclencheur qui ferait basculer l'équilibre interne du RPF. Depuis des années, Kagame s'est construit une image de stratège infaillible, convaincu que son RDF pouvait dicter la loi dans toute la région. Cette image a tenu grâce à des victoires militaires au Congo dans les années 1990, au contrôle implacable qu'il exerce sur les institutions rwandaises et à son habileté à séduire les chancelleries occidentales. Mais si l'armée qu'il vante, comme la plus disciplinée d'Afrique, venait à se faire écraser par le FDNB de Ndayishimiye, un voisin qu'il a toujours méprisé, cette image s'effondrerait. Et avec elle, l'adhésion aveugle de nombreux membres de son propre camp. Le RPF n'est pas un bloc monolithique. En son sein, plusieurs courants s'affrontent en silence. Certains généraux, comme James Kabarebe ou Charles Kayonga, longtemps considérés comme les fidèles parmi les fidèles, ont déjà vu leur influence s'effriter au gré des purges ordonnées par Kagame. D'autres, plus jeunes, voient en lui un obstacle à leurs ambitions. La défaite militaire pourrait offrir une justification en or pour remettre en cause son leadership. Il pourrait arguer que Kagame a mené le Rwanda dans une guerre inutile, qu'il a sous-estimé le Burundi, qu'il a mis en danger la sécurité nationale et gaspillé les vies des soldats. Un nom qui revient souvent, dans les discussions sur une éventuelle succession, est celui de Jeannette Nyiramongi Kagame, son épouse, qui a depuis longtemps construit un réseau d'influence au sein du régime. Mais une succession dynastique serait difficile à imposer dans un contexte de crise, surtout si la défaite est humiliante. Les militaires pourraient estimer qu'il faut un chef à poigne issu de leur rang pour restaurer l'honneur perdu. Dans ce cas, des généraux comme Emmanuel Ndairo ou Jack Nziza
pourraient tenter de se repositionner. Mais là encore, la méfiance de Kagame à leur égard a affaibli leur marge de manœuvre. Une autre hypothèse serait celle de figures civiles ou technocratiques, présentées comme des alternatives modérées pour rassurer les partenaires occidentaux. Le régime pourrait chercher à imposer un successeur issu du cercle élargi du RPF, mais sans lien direct avec les guerres du Congo, afin de rétablir son image. Cependant, dans un climat de crise interne, ce scénario paraît fragile. L'armée, humiliée, voudra sans doute reprendre les commandes. Ce qui est sûr, c'est que la défaite à Uvira donnerait du courage à l'opposition en exil. Des personnalités comme Victoire Ingabire, muselées et persécutées depuis des années, pourraient voir leur voix gagner en crédibilité. À l'étranger, les Rwandais dissidents trouveraient un écho nouveau, et même au sein du pays, des murmures de contestation pourraient émerger là où le silence règne depuis trop longtemps. Enfin, il faut considérer la réaction de la communauté internationale. Jusqu'à présent, Kagame a bénéficié d'une impunité presque totale grâce à son rôle supposé de stabilisateur. Mais une défaite militaire, suivie de troubles internes,